On se retrouve donc pour parler de l'affaire Betaram. Alors, si vous voulez un rappel des épisodes précédents de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, l'affaire est complexe. Je vous renvoie aux précédentes vidéos que l'on a sorties sur cette chaîne, et notamment sur la dernière vidéo en date, qui je crois revient de manière presque exhaustive sur l'ampleur du dossier. On va se concentrer sur les nouveaux éléments parus. Vous allez voir que ces nouveaux éléments sont absolument capitaux. Pour certains, ils resserrent le faisceau d'indices, d'éléments convergents et accablants qui pèsent aujourd'hui sur le Premier ministre. Pour d'autres, ils confirment, font éclater au grand jour certains de ces mensonges, et le tout va nous permettre de mieux comprendre ce que risque aujourd'hui François Bayrou au moment où la date de sa convocation devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale est désormais connue. Ce sera le 14 mai prochain. En attendant, voyons ensemble immédiatement et sans plus attendre les nouveaux éléments qui sont sortis dans cette affaire et qui sont, vous allez le voir, absolument accablants. Vous allez me dire quels sont les nouveaux éléments. C'est une révélation de Mediapart il y a déjà quelques semaines. François Bayrou a continué pendant des années à financer Notre-Dame de Betaram avec l'argent du département à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors même que le président du conseil départemental, François Bayrou, savait qu'à Notre-Dame de Betaram, il y avait au moins 3 plaintes. Une qui a mené à la condamnation définitive d'un surveillant, le tout sans aucune inspection digne de ce nom. Alors même que François Bayrou avait connaissance de ces faits, il a continué en tant que président du conseil départemental à financer Notre-Dame de Betaram à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros d'argent public. Votre argent, mon argent, notre argent à toutes et à tous. Ça, c'est un élément nouveau. En tout cas, il a maintenant quelques semaines, mais on n'en avait pas encore parlé sur cette chaîne. J'en profite pour vous le donner. Je pense que ça n'est pas le moindre. On arrive dans ce qui a maintenant quelques jours. Notre-Dame de Betaram édite une sorte de gazette d'actualité de l'établissement qui s'appelle Les Rameaux. Manque de peau, Libération y a trouvé quelques éléments intéressants. Premier élément intéressant, on apprend à minima que François Bayrou, à partir de 1985, est également nommé au conseil d'administration de Notre-Dame de Betaram en tant que représentant du conseil départemental. Les premières plaintes, en tout cas dont on a connaissance, datent d'après 1985, mais on sait que les faits qui accablent Notre-Dame de Betaram, ces faits-là remontent, eux, bien avant 1996. François Bayrou était-il en mesure de savoir ce qui se passait à Notre-Dame de Betaram en tant que simple membre du conseil d'administration en 1985? Difficile à dire. Mais voyez, quand on dit que François Bayrou est à la confluence de toutes les responsabilités, il a été en plus, et on ne le savait pas, membre du conseil d'administration de l'établissement. Ça n'est pas la seule mention de Bayrou dans Les Rameaux. François Bayrou, en 87, passe un coup de fil au père Caricart au moment où Betaram est inondé. Le lendemain matin, il se rend même sur place dans un établissement qui était dirigé par Caricart. 2 ans plus tard, il vient en tant que député inaugurer un gymnase. Il inaugure le gymnase aux côtés du père Caricart. Ce même père Caricart qui, 10 ans plus tard, fera l'objet de 2 plaintes pour viol. Ces plaintes pour viol dont François Bayrou s'entretiendra avec le juge d'instruction chargé de l'affaire. Après tout ce qu'on vient de dire, on va écouter François Bayrou lors de la conférence de presse alors qu'il vient de rencontrer les victimes de Betaram. Il parle du père Caricart. Je ne connaissais pas le père Caricart. Ma femme, oui. Mais heureusement, je ne connais pas tous ceux que ma femme connaît, et ma femme ne connaît pas tous ceux que je connais. Non, je ne connaissais pas cette personne. Je ne le connaissais pas. François Bayrou qui dit « Je ne connaissais pas le père Caricart ». Et regardez, sur cette photo, vous avez ici même François Bayrou. Et on imagine là le père Caricart. François Bayrou qui répète à 4 reprises « Je ne connaissais pas cet homme ». Voilà un nouvel élément qui est apparu. Quand Bayrou dit « Je ne connaissais pas Caricart », je ne le crois pas. Je ne l'imagine pas un instant, pas une seconde. Mais c'en est une autre d'en avoir la preuve sous les yeux, de voir une photo de lui et Caricart sous les yeux. Quand le mensonge devient matériel, eh bien, ma colère en redouble. D'autant que, en effet, comme je vous le disais, ça n'est que le début. Parce qu'il nous faut maintenant en venir à ce qui s'est dit durant la commission d'enquête. C'est important parce que, dans une commission d'enquête, on témoigne sous serment. Et en cas de parjure, en cas de mensonge, on est susceptible d'être poursuivi en justice. On va écouter le témoignage du gendarme Alain Hortang. C'est celui qui accuse François Bayrou d'être directement intervenu dans l'affaire qui ciblait le père Caricart, peut-être même pour en faciliter la libération. Alors, M. Mirande m'a dit, le procureur général demande à voir le dossier, il y a intervention de M. Bayrou. Je ne suis pas le seul.
enquêteur de la section recherche à savoir que François Bayrou est intervenu. J'ai l'un de mes collègues qui m'a fait un message en me disant, donc le 17-2, j'étais au courant, M. Mirande me l'avait raconté à l'époque. Alors il s'agit de M. Robert Matrassou, qui était également adjudant-chef à la section de recherche de Pau. Je l'ai eu récemment au téléphone. Il m'a confirmé que j'avais bien parlé de cette intervention de M. Bayrou à la section de recherche. Alain Ortang, sous serment, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, où il ajoute que d'autres enquêteurs ont eu également connaissance de cette intervention alléguée, supposée de François Bayrou dans le dossier du père Caricart. Voyez comment est-ce que l'accusation de Alain Ortang est absolument gravissime, elle est réitérée devant une commission d'enquête. On va écouter l'audition du juge Mirande, audition qui est évidemment capitale. Le juge Mirande, c'est le témoin clé, celui qui confirme avoir bien précisé à François Bayrou en 98 l'existence de ces deux plaintes. François Bayrou, après avoir dit à l'Assemblée nationale « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle », admettra « Nous nous sommes croisés sur le chemin ». Rencontre fortuite au cours de laquelle le juge Mirande aurait évoqué au passage l'existence de ces deux plaintes. On va d'abord écouter ce que le juge Mirande dit de l'audition de Alain Ortang. Je connais très bien les deux gendarmes, Matrassou et Hontan, en qui j'ai toujours toute confiance, et s'ils disent cela, c'est que ça a dû arriver. Mais je n'en ai aucun souvenir. Ce dont je me souviens bien, c'est qu'on m'avait demandé de différer la présentation de Caricart. C'était un peu surprenant dans la mesure où le procureur général s'adressait rarement directement au juge d'instruction. Il avait pour habitude de s'adresser d'abord au procureur de son parquet, le parquet de Pau. Donc j'ai été un peu surpris. Vous voyez, c'est intéressant, le juge Mirande qui dit « Je ne me souviens pas de l'intervention de François Bayrou, mais c'était il y a 28 ans et je peux avoir oublié des éléments. » Mais il se souvient de deux choses. Un, il a toute confiance dans les deux gendarmes cités et qui dit se souvenir qu'en effet, on lui a bien demandé de retarder la présentation du père Caricart et cette demande l'a étonné. Écoutons ce que dit le juge Mirande sous serment concernant sa rencontre avec François Bayrou devant la représentation nationale. Je connaissais M. Bayrou déjà depuis quelques années puisque nous sommes voisins depuis au moins 50 ans. Il arrivait autrefois que nous nous rencontrions à nos domiciles respectifs. Il voulait se renseigner sur ce qui se passait car il avait une grande inquiétude au regard de son fils, qui était son fils Calixte, qui était élève à Bétarame. Il a manifesté une incrédulité très grande car il ne pouvait y croire tant les faits étaient graves et patents. Est-ce que c'est fortuit ou est-ce que c'est une démarche de François Bayrou que de venir vous trouver pour évoquer des sujets qu'on détaillera juste après? Ce n'était pas fortuit du tout, puisqu'il a fait la démarche de venir à mon domicile. Il me paraît difficile maintenant de quantifier le temps que cela a duré, mais c'est peut-être beaucoup toute l'après-midi, mais en tout cas quelques heures. Peut-être 2 heures au moins. La rencontre fortuite au détour d'un chemin et au gré d'une phrase devient « il est venu chez le juge Mirande pour en parler spécifiquement et ça a duré au moins 2 heures ». Le juge Mirande ici ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà, le fait que François Bayrou avait bien connaissance clairement, directement, précisément des plaintes qui ciblaient le père Caricart, celui-là même qu'il connaissait, on en a la preuve matérielle et que lui prétend pourtant ne jamais avoir connu. On a à l'encontre de François Bayrou des preuves matérielles, on a ses propres déclarations et enfin on a les témoignages d'un juge d'instruction et d'un gendarme chargé de l'enquête. Témoignages qui non seulement ont été émis, confiés à la presse, mais témoignages qui ont été réitérés devant une commission d'enquête sous serment dans un contexte où le parjure est puni par la loi. Comment François Bayrou, aujourd'hui, se défend-il de cette accumulation de preuves qui l'accable? C'est peut-être le pire élément de tout le dossier, pas le dernier, mais peut-être le pire. Écoutez la défense de François Bayrou, c'est Mediapart qui révèle cela. Jamais, pas une seule fois de ma vie, de toute ma vie politique, je ne suis intervenu dans une affaire judiciaire. Donc ils mentent sous serment? Un juge et un gendarme mentent? Les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres. Les juges et les gendarmes,
ça se trompe comme les autres. Ce même François Bayrou, menteur pathologique dans cette affaire, qui dit « Les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres ». Alors bien sûr, c'est sa ligne de défense. Évidemment que François Bayrou fait tout pour mettre les témoignages tant du juge Mirande que du gendarme Hontan à distance, mais ce faisant, il prononce cette phrase. Et vous, je sais pas. Mais en venir à utiliser cet argument au moment où la justice est sous le coup de toutes les accusations. Ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. Au moment où notre institution judiciaire, nos magistrats, sont accusés par le Rassemblement national et par d'autres. C'est une manière de sous-entendre qu'il y a des juges rouges. Non, écoutez, c'est objectif. Au moment où les magistrats, la justice, l'institution judiciaire sont accusés de faire peser une tyrannie sur le pays. Aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Des attaques contre l'institution judiciaire qui sont des attaques contre notre état de droit, contre les digues qui font encore que notre démocratie peut être qualifiée par certains aspects de démocratique. À ce moment-là, entendre le Premier ministre de la République française, qui lui-même avait mis une pièce dans la machine, avait eu l'audace gravissime de dire, de confesser qu'il était troublé par le jugement Le Pen. Entendre ce même Premier ministre aujourd'hui, dans ce contexte-là, à ce moment-là, dire « Vous savez, les juges, ça se trompe comme les autres », moi, je ne trouve pas cela anodin. François Bayrou, pour tenter de sauver sa peau, il est en réalité en train d'abonder de l'eau à un moulin qui pourrait bien entraîner la disqualification et le discrédit de tout notre système judiciaire. C'est ça qui est en jeu en ce moment. C'est de faire respecter notre état de droit, de faire respecter notre justice. Et quelque part, il n'a pas tort, François Bayrou. La justice, elle est imparfaite. C'est une chose de le savoir, c'en est une autre de le dire, de l'accuser, de l'affirmer, de le porter, de le claironner haut et fort quand on est Premier ministre. Utiliser cet argument-là à ce moment-là, pour moi, c'est aller aux confins de l'irresponsabilité. Voilà le jeu auquel joue François Bayrou pour tenter de sauver sa peau dans cette affaire qui, honnêtement, elle n'est même plus accablante, elle est avérée. La dernière question, c'est de savoir si François Bayrou est activement intervenu pour protéger le père Caricart. Ça, la question reste posée. En revanche, savait-il? La réponse est déjà apportée, c'est lui-même qui l'a apportée. Aurait-il pu faire quelque chose? Oui, bien sûr. A-t-il fait quelque chose? Rien. Je vous rappelle qu'on parle là quand même de la vie, et au-delà de la vie, on parle de l'existence détruite de dizaines et de dizaines de centaines d'enfants. Nouvelle pièce apportée au dossier, une autre réaction de François Bayrou, mais qu'on a dans la presse. Manifestement agacé d'être multi-sollicité, le Premier ministre rétorque sèchement à Libération « Je n'ai pas envie de remettre une pièce dans une machine de déstabilisation. » Sans compter que les gens qui instrumentalisent cette affaire dramatique se foutent du fond du dossier. Les gens, c'est-à-dire, dans son esprit, principalement la France insoumise, qui serait coupable d'instruire à son encontre un procès politique et de chercher à en faire une victime expiatoire. Pourquoi est-ce que cette déclaration est intéressante? Au-delà, bien sûr, du désormais habituel « ouin, la France insoumise, ouin », c'est intéressant parce que la commission d'enquête, je vous le rappelle, est co-rapportée par, en effet, un député France insoumise, Paul Vannier, mais par ailleurs, la deuxième rapporteure de la commission d'enquête s'appelle Violette Spilebou. Manque de peau, c'est une députée Renaissance. Donc une députée macroniste. Ah, là, c'est pas les vilains France Insoumise ouin. Là, c'est une députée macroniste qui, pour l'instant, n'est pas en contradiction, en objection, en opposition avec Paul Vannier sur cette question. Violette Spilebou qui, comme Paul Vannier, poursuit les investigations, poursuit l'enquête au titre de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Ça fait un peu désordre de la part de François Bayrou, et voyez que l'argument « ouin, France insoumise, ouin » s'effondre de lui-même quand on se rend compte que la commission d'enquête est aujourd'hui en réalité opérée, menée par des députés qui ne sont pas seulement des députés France Insoumise. Et alors, puisqu'on parle de Violette Spilebou, ainsi que Paul Vannier, ils étaient tous les deux interrogés par France Info. Et sur France Info, ils ont amené un élément intéressant. On leur a reparlé sur France Info d'un autre établissement privé, mais un établissement privé, celui-là, musulman. En l'occurrence, le lycée Averroès. On va retourner voir le contexte, parce que vous avez peut-être oublié, et pour être franc, un peu moi aussi, le rapporteur public, magistrat chargé d'éclairer les juridictions administratives, a préconisé ce mardi de rétablir le contrat entre l'État et le lycée musulman lillois Averroès. Ce contrat a été rompu par la préfecture en 2023, donc c'était il y a plusieurs années en réalité, pour des manquements graves aux principes fondamentaux de la République. Ce qu'il faut retenir de ce papier, grosso modo, c'est que s'il y a effectivement des choses que l'on peut reprocher au lycée Averroès,
la présence dans la bibliographie d'un cours, d'un ouvrage qui ne paraît absolument pas compatible avec les exigences d'un établissement religieux sous contrat avec l'État, le rapporteur public estime qu'il n'y avait absolument pas lieu de rompre le contrat. Ces manquements ne justifient pas de couper le contrat du lycée Averroès avec l'État et que, d'une manière générale, les exigences de ce contrat sont bien respectées par le lycée Averroès. Je vous rappelle que l'établissement Stanislas à Paris a fait l'objet d'un rapport tout à fait accablant de l'Éducation nationale qui mettait en valeur non pas la présence d'ouvrages dans des bibliographies, mais bien des prises de parole de la part de certains intervenants au sein du lycée qui s'apparentaient à des prises de parole homophobes, à la valorisation, à l'incitation à l'homophobie. Et ça, c'est dans un établissement catholique parisien qui non seulement n'a pas vu son contrat avec l'État être rompu, mais de surcroît continue d'être financé généreusement par la région, en l'espèce la région Île-de-France présidée par Valérie Pécresse. Donc là, le deux poids deux mesures, il est absolument patent, flagrant, accablant. Et alors, Violette Spilebout et Paul Vanier ont été interrogés sur cette question. Vous disiez, je crois, Paul Vanier, que le lycée Averroès avait été contrôlé 14 fois. 14 fois, c'est par rapport à la moyenne. Mais la moyenne, c'est 0 ailleurs. Donc, il y a un deux poids, deux mesures qui est révoltant. Nous avons dit qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle, pas de contrôle dans les établissements privés sous contrat. Or, les établissements sous contrat musulmans, eux, sont criblés de contrôles. Averroès, c'est 14 contrôles ces dernières années de tous les services de l'État possibles et une décision qui est historique. La rupture du contrat d'association. Averroès est le deuxième établissement en France à avoir vu son contrat rompu depuis 1959. Il en existe 7500 des établissements privés sous contrat. Il y a le sentiment, en tout cas, d'un traitement discriminatoire et d'un État qui confessionnalise son regard vis-à-vis des établissements et qui, en fonction du fait qu'il se rattache au réseau musulman ou à d'autres réseaux, manifestement n'a pas la même vigilance, la même rigueur. Il faut de la rigueur, de la vigilance, de l'exigence pour tous les établissements. Le deux poids, deux mesures n'est pas simplement patent dans, vous le voyez, le traitement des manquements quand il y en a. C'est le deux poids, deux mesures dans les contrôles. Averroès contrôlé 14 fois depuis 2003. Moyenne des contrôles dans les établissements privés catholiques, 0. Quelques contrôles ici ou là, mais en moyenne, 0. Combien de fois Betaram a-t-elle subi une inspection générale? 0. Betaram, au moins 3 plaintes entre 96 et 98 en 2 ans. Et le préfet ne fait rien. Je soulignais déjà le caractère absolument délirant de l'éducation nationale qui consistait à mettre toute son énergie à contrôler les vêtements des jeunes filles qui semblent mettre beaucoup moins d'énergie à s'assurer que les élèves des établissements privés sous contrat soient tout simplement en sécurité. On se rend compte que cette énergie, elle peut être mise et elle est mise, mais pas dans les établissements privés catholiques. Dans les établissements privés musulmans. Pour le coup, Averroès, oui, 14 contrôles. Quelque part, c'est très bien. Que les établissements privés religieux soient contrôlés, mais alors avec un œil acéré par l'éducation nationale, ça me semble, moi, être la moindre des choses. À titre personnel, j'irai plus loin. Moi, j'interrogerais même la légitimité de l'existence de ces établissements privés religieux sous contrat. Mais c'est un autre débat que nous pourrions avoir. Ce qui me choque, c'est pas qu'Averroès soit contrôlé 14 fois. Ce qui me choque, c'est que tous les établissements privés ne le soient pas. Et singulièrement les établissements privés catholiques dont on découvre aujourd'hui l'ampleur de l'horreur de ce qui s'est déroulé pendant des dizaines d'années dans une partie d'entre eux. Et ça, je crois, ça devrait nous être insupportable. Contrairement à ce que dit François Bayrou, ça n'est pas un dangereux et odieux complot ourdi par la France insoumise contre lui pour le déstabiliser. C'est bien que il est aujourd'hui au cœur d'une affaire qui est gravissime, dont les preuves sont absolument criantes, dont les preuves sont tout à fait manifestes et dont il continue pourtant, François Bayrou, de clamer qu'il s'agit d'un insupportable complot politique, quitte même à mettre en doute la parole d'un gendarme et d'un juge, quitte même à jeter le doute, voire le discrédit, la suspicion contre l'institution judiciaire. Voilà où on en est aujourd'hui. Ces nouveaux éléments ne révolutionnent pas l'affaire, mais je crois contribuent à en préciser la gravité, à préciser l'ampleur des accusations qui pèsent sur François Bayrou. Je pense que ça n'est pas la moindre des choses. Et au moment où la date de la convocation de François Bayrou devant cette commission d'enquête, le 14 mai prochain, au moment où cette date est connue, je crois que ces nouveaux éléments ne font que aiguiser notre regard sur l'affaire et notre attente de cette audition. François Bayrou parviendra-t-il à échapper à sa responsabilité ou sera-t-il finalement contraint de prendre ses responsabilités, d'accepter
d'avouer, d'assumer et d'affronter un minima ce qu'il n'a pas fait dans cette affaire, et peut-être même ce qu'il a fait, ce sont aujourd'hui les questions qui nous taraudent, qui devraient, je le répète encore une fois, nous être insupportables, puisque pendant tout ce temps, François Bayrou est encore Premier ministre de la République française. Ce sont ces questions qui, heureusement, peut-être, on peut à minima l'espérer, trouveront leur réponse le 14 mai prochain, quand François Bayrou se présentera sous serment devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.